Toulon, Sarade, ces bâtiments, vous l'aurez compris, la Marine nationale nous accueille une nouvelle fois. Et ce mois-ci, nous allons vous faire embarquer sur l'Aviso commandant du coin pour une traversée de plusieurs jours. Le programme sera chargé entre exercices et missions réelles. Suivez le guide. Bonjour capitaine. Bonjour, lieutenant de vaisseau aérien, le second. Bonjour commandant, vous nous accueillez sur cet Aviso. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter ce bâtiment? Alors le Duquin est un aviso, c'est-à-dire un bâtiment de 80 mètres de long, servi par 90 marins. C'est un bâtiment polyvalent dont les missions vont de la protection de nos côtes jusqu'à des missions de combat, comme ça a été le cas en Libye en 2011. Alors on va le voir, il y aura des exercices, mais là actuellement vous êtes en mission. Oui, nous sommes en mission, nous sommes en patrouille hauturière au large de la Côte d'Azur, sous les ordres du préfet maritime, dans le cadre de la posture permanente de sauvegarde maritime, et nous œuvrons en coopération avec les autres administrations de manière à apporter une capacité à durer en haute mer pour prévenir la lutte contre la pollution maritime, mais également lutter contre le narcotrafic ou l'immigration clandestine, mais également pour assurer le contrôle des pêches et la sauvegarde des biens et des vies humaines en mer. Merci commandant pour ces précisions. Ils ont entre 16 et 23 ans, habitent en Bourgogne, mais passent leur samedi à apprendre la navigation et les grades. Plongés au cœur d'une préparation militaire marine, un bel exemple de lien armée-nation. À Brest, sur la Grande Hermine, hisser la grand voile, virer de bord et tarquer les drisses. Ils ont entre 16 et 23 ans et ils découvrent la Marine nationale grâce à un stage un peu particulier. Changement de cap, Dijon, ou 2 samedis par mois, ces jeunes suivent une préparation militaire marine. La PMM, c'est une initiation au monde militaire et maritime, encadrée par des instructeurs, tous réservistes. On essaie premièrement toujours de leur transmettre les 4 valeurs de la marine, honneur et patrie, valeur et discipline. Et surtout, en fait, les jeunes sont très demandeurs du phénomène d'entraide, de camaraderie. En rentrant en PMM, ils s'aperçoivent que chacun doit compter sur les autres. Donc la notion d'équipage est assez importante. C'est une des valeurs essentielles qu'on essaie de leur inculquer. Voilà, tout ce qui est SM, ça n'existe plus celle-là. Il y a la formation de militaires, donc l'ordre serré, les grades, la Marseillaise, autant de choses comme ça, mais aussi maritime. Ils apprennent à utiliser la règle CRA, à faire le point en mer, les nœuds, le matelotage, le vocabulaire maritime, le balisage et tout ce qui constitue donc la vie du militaire marin. La préparation militaire marine, beaucoup la choisissent en raison d'un lien familial avec la marine, mais pas seulement. Il y avait une conférence dans mon lycée, parce que mon lycée est en Bourgogne, et donc il y avait les différents corps de l'armée. Et j'ai été intéressée par la marine, l'esprit de cohésion qui a été expliqué, tout ça. Puis là, on nous a parlé des préparations militaires marines. Et en plus, j'ai toujours été attirée par l'armée, le côté discipline, la rigueur, et puis justement cet esprit de cohésion et de découverte, et voilà. Ce stage s'étale sur toute l'année scolaire et pour certains, c'est un premier pas vers une carrière de marin. Cible larguée. Ok, reçu. Pas de CDV, les passeurs tirent sur ordre, toujours en bas arrière rouge. Passez-moi! Cible détruite! Vous venez d'assister à un tir de missile Mistral sur des ballons gonflés à l'hélium et au bout duquel on a mis une source de chaleur. Cet exercice vise à entraîner l'équipage à la mise en œuvre des armes anti-aériennes du bord. Et aujourd'hui, ça a été plutôt une réussite. Bien plus loin sur terre, à 60 km au nord-est de Bamako, le camp militaire d'instruction de Koulikoro entraîne des militaires maliens sur place. La mission de formation de l'Union européenne a un seul objectif: aider l'armée nationale à se reconstruire. Elle nous a ouvert ses portes. Sur les rives du fleuve Niger, ils se sont baptisés eux-mêmes les Lions. Le premier bataillon malien a commencé sa formation au camp de Koulikoro. En tout, 2800 soldats vont être formés dans cette école militaire. On s'est rendu compte que l'unité manque de cohésion et les cadres ne sont pas suffisamment formés. Aussi, on a un programme complet de formation qui veut
en parallèle former la troupe et les hommes. Je suis satisfait, les éléments ont bien répondu vraiment à l'attente de la formation de la mission de l'Union européenne. Ils apprennent bien, ils sont curieux. 3 pick-up qui arrivent. Mal organisées et peu entraînées, les forces maliennes ont demandé le soutien de l'Union européenne. 22 nations européennes se sont engagées dans cette mission de formation. Dans la foulée, la pièce numéro 1, tu recharges et tu me pètes le 3e. D'accord? Avec ça, vous êtes très concentré et restez très calme. Un mois après son arrivée, le bataillon Waraba a débuté des formations spécialisées. Cavalerie, génie, artillerie, commando et logistique. J'ai appris beaucoup de maniements des armes que moi-même je ne connais pas. Vraiment, ça me fait... Je suis très content. Je sais qu'il y a de l'ennemi ici. Je veux aussi poser un groupe en couverture au cas où l'ennemi essaierait de revenir nous prendre au contact. Jusqu'à la lisière derrière. Alors que la France poursuit le désengagement de ses soldats, c'est en partie ici que se joue la Serval. Dès l'été, les Lions seront déployés dans le nord du pays. Objectif pour l'Union européenne, répondre à la crise sécuritaire de la région. À l'état-major de la mission, à Bamako, le général François Lecointre se félicite de ce premier pas vers un état de droit. C'est la rencontre à la fois d'une volonté politique européenne très claire et de la volonté politique des Maliens qui sont très enthousiastes et qui ont répondu à cette volonté politique européenne. Donc je trouve que ce premier bilan, dans la rapidité, est extrêmement positif. J'ai atterri tribord 40. Alors nous nous trouvons dans le central opération. Bonjour maître, c'est une pièce bien particulière du bâtiment. Que fait-on ici? Alors ici c'est le centre nerveux du bâtiment, c'est d'ici que sont prises toutes les décisions. Nous sommes en étroite liaison avec notre contrôleur opérationnel. Nous gérons ici toutes les informations qui viennent de nos senseurs, des senseurs d'autres bâtiments, mais aussi d'aéronefs. Si j'ai bien compris, aujourd'hui ce n'est pas un exercice, vous êtes en mission? Oui tout à fait, nous sommes en mission du PPSM, posture permanente de sauvegarde maritime. Et actuellement, nous patrouillons dans la baie de Cannes, comme vous pouvez le voir. Et nous contrôlons aussi un aéronef qui est un Falcon 50, qui nous permet en fait d'élargir notre vision sur la mer et de nous reporter toute piste suspecte, mais aussi toute tâche de pollution. Merci pour ces explications. À l'approche de la livraison du premier A400M, les choses s'accélèrent pour l'armée de l'air, car accueillir un nouvel avion de transport, c'est une véritable aventure. Il faut notamment préparer les infrastructures et former les équipages. Le détail, c'est tout de suite et en images. Ça y est, c'est fait, ils sont certifiés. Voici les 8 premiers pilotes de l'armée de l'air à être qualifiés aux commandes du tout nouvel Airbus A400M. Après 3 mois passés aux côtés des ingénieurs d'essai en vol de l'industriel, ils viennent de terminer leur formation. Après un passage sur simulateur et 27 heures de vol réel aux commandes, tout ou presque change dans la manière de piloter. C'est une interface homme-machine révolutionnaire pour nous. Et donc là, on passe sur un avion entièrement électronique, où l'ensemble des systèmes sont gérés par l'ordinateur de manière automatique. C'est un plaisir, vraiment un plaisir à piloter cet avion. Une fois dans le cockpit, on mesure le bond technologique. 40 ans séparent cet avion des machines actuellement en service. Et pour les pilotes, c'est une nouvelle façon d'appréhender le métier. La compréhension de la loi de commande, comprendre comment l'appareil évolue, ce qui n'a rien à voir avec un appareil classique avec des prises directes sur des gouvernes de l'avion. Il y a un vrai bond technologique? Il n'y a pas un bond, il y a un abîme. C'est une grande expérience pour nous et une grande aventure. L'armée de l'air passe dans le XXIe siècle. Pour assurer cette transition, ces pilotes comptent parmi les plus expérimentés. Tous ont déjà plusieurs milliers d'heures de vol et le titre de pilote d'essai. Pendant ce temps, c'est à Séville, en Espagne, que les mécaniciens achèvent leur formation. Et pour eux aussi, le changement est radical. Là, j'ai découvert en fait une architecture hyper poussée à la pointe de la technologie avec des centrales gyro-laser couplées GPS. Quand on voit que c'est un avion qui a plus de 300 logiciels qui tournent en même temps, pour un électronicien, ça parle. Il faut changer la façon de voir les choses, toutes nos procédures. On a à réapprendre un petit peu, mais ce qu'on a fait avant va énormément nous aider en fait. La formation des équipages s'effectue pour l'instant avec l'industriel à Toulouse et Séville. À terme, c'est l'armée de l'air qui formera elle-même ses personnels à Orléans, où sera basée la flotte tricolore. Sur cette base, on se prépare à accueillir les stagiaires. Le centre de formation est presque terminé. Dans les salles de cours, le papier a disparu. L'apprentissage sera, à l'image de l'avion, entièrement numérique. Le capitaine Joberti, futur instructeur. Et ici, donc, nous avons ce grand espace qui, pour l'instant, est encore vide, mais qui va servir à abriter le premier simulateur de vol complet à 400M.
qui va arriver d'ici la fin du mois. On en attend un deuxième qui sera dans l'aile de l'autre côté du bâtiment. Côté piste, les travaux sont titanesques. Il faut remodeler l'accès des avions au nouveau hangar de maintenance. Et face à ces transformations, l'armée de l'air avait déjà pris un peu d'avance. On a construit il y a déjà plus de 10 ans le premier hangar susceptible d'accueillir l'aéronef, le HM18, et maintenant en fait est en train de sortir de terre le HM19, également avec 2 surfaces couvertes, aux tailles en fait de cet aéronef. Au total, 4 de ces hangars pourront abriter les opérations de maintenance. Des opérations largement simplifiées de par la conception même de ce nouvel appareil. Le concept de soutien sur cet avion est différent de celui que l'on avait sur les Transal, les Hercules, voire même le Casa qui est plus récent. C'est un avion de nouvelle génération qui ne nécessite plus en fait, de devoir déposer des éléments pour les vérifier. Le tant attendu Atlas, c'est son nom de guerre, équipera très prochainement les forces aériennes françaises. Le premier appareil sera livré en 2013. Que faire quand des suspects sont placés en rétention à bord d'un bâtiment arrêté par exemple pour trafic de drogue ou acte de piraterie? Eh bien, il y a une procédure très stricte que l'équipage va dérouler en exercice cet après-midi et cela commence ici par une palpation. Et c'est après l'enregistrement administratif et l'examen médical qu'a enfin lieu le placement en rétention. Il y a peu, le commandement des opérations spéciales a organisé un séminaire sur le camp militaire de Souges en Gironde. Il a permis de réunir les forces spéciales françaises et étrangères et des entreprises innovantes. Objectif, inventer les équipements du militaire de demain. Une embarcation gonflable en 1 minute 30, des gants chauffants pour les tireurs d'élite, des systèmes de vision nocturne ou encore un véhicule conçu pour franchir n'importe quel obstacle. Ces équipements spécifiques sont le fruit d'une étroite collaboration entre militaires et entrepreneurs, en particulier entre les forces spéciales et les petites et moyennes entreprises. Le commandement des opérations spéciales, qui est un commandement qui fait travailler les forces spéciales en opération, cherche à anticiper et à innover pour être toujours à la pointe et surprendre toujours l'adversaire de demain en bénéficiant des technologies de pointe qui permettent d'être le plus réactif, le plus discret possible, le plus efficace. Pour développer ces innovations technologiques, le commandement des opérations spéciales a organisé un séminaire, lieu de démonstration et de dialogue entre les unités spécialisées et l'univers de la recherche et de l'industrie. L'idée est de faire se rencontrer donc le monde des forces spéciales qui est un monde innovant et qui cherche à anticiper avec le monde des PME françaises qui font les petits joyaux technologiques et de façon à mettre en corrélation ça avec d'un côté le rêve de l'ingénieur qui en fait sur le terrain ne répond à rien et le rêve de l'opérateur force spéciale qui espère un truc qui n'est pas réalisable, que l'industriel construise l'outil qui va bien et qui satisfasse nos besoins d'opérateurs de force spéciale. On profite de nombreuses délégations étrangères. Et donc c'est l'occasion non seulement effectivement de montrer naturellement notre matériel, mais en plus de le montrer à des gens dont la spécialité c'est des opérations de ce type-là. Et donc c'est extrêmement ciblé et c'est ce qui nous intéresse. Cette manifestation et ces échanges sont également l'occasion pour les PME de toucher de nouveaux clients et pour les unités spéciales d'intensifier les liens avec leurs homologues étrangers. Une autre rencontre entre monde civil et militaire aura lieu ce mois-ci. Le Salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget célèbre cette année sa 50e édition. Et nous sommes de retour sur la Viso en plein exercice. Un Alpha Jet attaque le bâtiment qui va bien sûr réagir et se défendre. Tout l'équipage est au poste de combat. Mais pour nous, c'est l'heure de se quitter. Merci à l'équipage pour son accueil. Et puis bien sûr, comme d'habitude, rendez-vous le mois prochain sur LCP.